Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Anne-Laure Frischlander-Jacobson, la fondatrice d'Evest, toute nouvelle plateforme d'investissement dédiée à l'autonomisation financière des femmes. Dans notre débat, on parlera de formation des dirigeants actuels et futurs, aux enjeux de durabilité et de responsabilité. 60% des managers français estiment que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. Et puis, dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Loki et ses services de location d'équipements de sport outdoor. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous venez de créer Evest, plateforme d'investissement. En quoi est-elle différente des autres, cette plateforme ? C'est une plateforme d'épargne et d'investissement qui est engagée pour l'autonomie financière des femmes. Oui. Alors, on accepte bien sûr tout le monde, mais c'est vrai que des études ont montré que les femmes ne s'intéressaient pas à l'investissement, n'épargnaient pas comme il se devait, et tout simplement parce que on ne s'adressait pas à elles comme il le fallait. Donc moi, j'ai voulu, en créant Evest, répondre à leurs besoins, en créant donc cette plateforme qui va répondre à leurs problématiques propres, définir des investissements qui sont... On va rentrer dans le détail, mais déjà, je vous avoue, j'ai été surpris. L'objectif d'autonomisation financière des femmes, je me suis dit, mais on en est encore là ? Eh oui, malheureusement, malgré le fait qu'elles soient 52% de la population, elles ne détiennent qu'un tiers du patrimoine français. D'accord. Et donc, il y a des leviers spécifiques à activer en quelque sorte ? Oui, parce qu'elles ne se sentent pas visées par la finance aujourd'hui. La finance ne s'est pas adressée à elles. Quand on regarde le marketing par défaut de la finance, ça a toujours été finalement l'homme. On est dans une société qui est quand même très patriarcale. Et il y a des problématiques profondes qui sont spécifiques aux femmes, qui est notamment la planification financière. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, souvent ont des salaires inférieurs et également ont besoin de constituer une retraite pour compenser justement les interruptions de carrière. Et cette planification financière, elle est d'autant plus importante pour les femmes, d'où le besoin finalement de placer et d'investir et de répondre aux freins qu'elles ont aujourd'hui dans l'investissement. Et alors, est-ce qu'elles ont une gestion du patrimoine différente de celle des hommes, d'après vous ? Oui, totalement. Elles raisonnent en projet, en long terme, avec des objectifs. Elles ont moins finalement le goût de la performance, même si c'est important, mais plus la sécurité. Par contre, il y a une problématique, c'est l'aversion au risque sur lequel il faut répondre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand elles investissent, elles ont besoin d'une quête de sens. D'où l'investissement responsable. Il y a des études qui ont été faites, notamment l'AMF précise que 68% des femmes investisseuses vont choisir des investissements responsables parce qu'elles ont besoin de ce concret, de cette plus que les hommes. Alors ça, c'est 68% des investisseuses. Et si on regarde finalement la différence homme-femme, c'est 84% des femmes qui réfléchissent en disant si j'investis, je veux une quête de sens, contre seulement 70-75% pour les hommes. Donc oui, il y a clairement une sensibilité à l'investissement responsable, et d'autant plus chez les plus jeunes. Et donc, on va évidemment s'intéresser à cet investissement responsable. Est-ce que, alors il existe depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a un essor qui est clairement lié à la crise Covid et qui s'est un peu essoufflé ? Alors, l'investissement responsable, peut-être on rappelle, ça veut dire placer son investissement dans des entreprises qui vont soutenir l'environnement, les sociétés et également de bonne gouvernance, et donc qui vont soutenir également des projets à impact. Et l'essor a été
a commencé, si vous voulez, avec notamment la réglementation, les accords de Paris, la prise de conscience finalement de données sur l'environnement, les labels. Il y a eu des labels ISR, la finance responsable s'est créée, et le Covid a clairement explosé, puisque c'était là où d'un seul coup, c'était devenu une évidence qu'il fallait que l'investissement responsable avait plus que son sens, puisqu'en plus devenait très performant. Donc il y a eu vraiment un pic au niveau de la crise Covid, mais ce pic, finalement, il a été assez court, puisqu'il a été assez vite mis à mal avec la guerre en Ukraine, qui a finalement créé cette crise énergétique et remis le dossier défense sur la table, où la défense, jusqu'à présent, là encore, maintenant c'est en train de s'intégrer, n'était bien sûr pas intégré à ces fonds de finances responsables. Il y a une question de lien de confiance aussi, parce que vous parliez des labels, vous parliez des fonds. Enfin, on a eu l'impression que d'un seul coup, tous les investissements devenaient verts et responsables. Donc, il y a eu aussi du greenwashing. Donc, un lien de confiance, ça fait partie des défis de votre plateforme d'investissement, de renouer ce lien de confiance, j'imagine. Complètement. Alors, c'est vrai que la crise énergétique, donc avec l'énergie, des performances qui ont été moins bonnes sur les fonds d'investissement responsables, parce qu'ils étaient exclus finalement de ces énergies qui performaient d'un seul coup très bien. Mais au-delà de ça, ce que vous disiez sur le greenwashing, c'est très important. C'est-à-dire que la finance a très bien compris que c'était un axe auquel il fallait se positionner. Et il y a eu des ratés, il y a eu des loupés, il y a eu effectivement certains scandales qui ont montré que des sociétés montraient des rapports, ces scandales de greenwashing qui ont un petit peu dit attendez, c'est un peu pipeau votre histoire. Mais ça l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est primordial, c'est important de ne pas se laisser embarquer par quelques cas de greenwashing et de généraliser tout. C'est vrai que les sous-performances des quelques années ont un petit peu réduit l'attrait de certains investisseurs, mais pas ceux des femmes. Et puis, est-ce que ça veut dire, pardon d'interrompre, que votre job, c'est aussi de choisir les labels? Alors de s'y retrouver dans un maquis de labels avant de flécher un investissement plutôt qu'un autre? Alors, mon job, il est de plusieurs manières. C'est d'aller sélectionner d'abord des thèmes d'investissement qui vont répondre à impact, qui vont répondre à la sensibilité des femmes, mais qui vont également être performants. D'accord ? Parce que l'idée, c'est quand même de créer de la rentabilité pour les investisseurs. Et il y a un autre rôle, c'est d'aller s'assurer que ces investissements que l'on choisit avec des gérants, nous on choisit des gestions, sont faits en bonne conformité et être suffisamment sérieux pour éviter finalement ce greenwashing qu'on a connu. Et alors, il doit y avoir une question qu'on vous pose 20 fois par jour, mais c'est le côté responsable et le rendement. Est-ce que c'est compatible ? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est moins vrai qu'avant de trouver des fonds responsables qui ont un rendement équivalent aux autres? Alors, ça dépend, en fait. Ça dépend des fonds. Ça dépend des fonds, ça dépend des thèmes d'investissement que l'on va choisir. Si on prend, par exemple, un sujet qui est propre aux femmes, c'est les femmes leaders. Les sociétés qui investissent, qui ont une parité, finalement, dans leur entreprise, donc l'indice des femmes leaders, il va surperformer l'indice MSCI World, qui est un indice qui est déjà pas très, très facile à battre. C'est extraordinaire quand même. Donc ça devrait inciter toutes les entreprises à mettre des femmes à la tête de leur conseil d'administration, on s'est rendu compte effectivement que les femmes participaient à une bonne performance. Alors après, on peut s'expliquer parce qu'elles sont peut-être plus raisonnables, plus sérieuses, il y a moins de risques. Mais oui, les sociétés qui ont cette parité surperforment en bourse. Donc, clairement, bien sûr, c'est un thème d'investissement que nous avons choisi.
et qui en plus est surperformant. C'est vrai aussi des questions environnementales, par exemple? Alors l'environnement a un peu plus souffert, justement par ce côté énergie. Par contre, bon, sur le long terme, ça reste un thème très porteur. Et récemment, d'ailleurs, ça crée une certaine résilience. Depuis le début de l'année, alors qu'on a été chahuté avec les tarifs de Trump, les sociétés qui respectaient les accords de Paris en Europe l'indice a eu une très très bonne performance et a très bien résilié, a été très résilient par rapport à d'autres entreprises. Pareil pour le bien-être au travail, qui est un autre thème que l'on met dans nos portefeuilles. Il y a eu une résilience très forte, justement, dans des baisses de marché sur ces sociétés-là. Un dernier mot, une petite minute, sur la santé. C'est une thématique sur laquelle vous nous, on est travaillez, bien sûr, notamment l'oncologie. C'est un thème qu'on a intégré dans nos portefeuilles. Les femmes y sont très sensibles, pas que les femmes, bien sûr, mais c'est vrai que les femmes y sont particulièrement sensibles. Et là, c'est aller supporter des projets qui vont financer la recherche contre le cancer, aller sur des biotech. Alors, là, un aspect technologie, donc c'est un petit peu plus volatile, mais c'est très intéressant et sur le long terme, bien sûr, c'est quelque chose qui est porteur et sur lequel il faut avoir un sens. On peut complètement avoir un sens aujourd'hui dans ces investissements et accéder à une rentabilité. Et les femmes par leur engagement, leur sensibilité, soutiennent cette classe d'actifs. Et dès lors qu'elles investissent, et qu'elles vont investir de plus en plus, on a de beaux jours pour cet investissement responsable si important. Merci beaucoup, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre débat. On va parler de la formation des dirigeants et des dirigeantes. C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Agnès Bureau-Mira, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes coordinatrice de formation à l'Institut français des administrateurs, l'IFA, et présidente de Springboard. Alexandre Denavaille, bonjour. Et bienvenue, Thomas. Directeur général de la Kedge Business School. Quelques mots rapides pour présenter Springboard. Eh bien, Springboard, c'est une société de conseil en gouvernance et qui accompagne les conseils d'administration et les équipes de direction générale pour qu'elles travaillent mieux ensemble, et principalement sur les sujets de capital humain, de RSE et de gouvernance. Et justement. On va évidemment beaucoup parler de la formation des dirigeants à ces enjeux de durabilité et de responsabilité. La Kedge Business School, présentez-nous cette école. Une grande école de commerce de management, relativement jeune parce qu'on a 12 ans, mais en fait beaucoup plus ancienne, 150 ans à Bordeaux et à Marseille. On accueille tous les ans 15 000 étudiants. On a 250 professeurs, enseignants, chercheurs qui accompagnent ces étudiants. Et nous sommes une école pionnière en matière de transition écologique et sociale, parce que nous avions créé notre premier département RSE il y a maintenant près de 20 ans. Effectivement, il y a 20 ans, on en parlait beaucoup moins. Et en tout cas, cette émission et cette chaîne n'existaient pas. On va parler de cet enjeu de formation des dirigeants actuels et futurs. C'est évidemment une préoccupation de l'Institut français des administrateurs. Il y a des programmes précis de formation sur la durabilité. Ah oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs approches. D'abord, l'IFA forme à peu près 1 millier d'administrateurs chaque année, et de différentes manières. Alors, il y a différentes modalités, soit dans des certificats au plus long cours, et c'est à peu près un quart des personnes qui sont formées, avec un programme comme celui de Sciences Po et de l'IFA, par exemple, où il y a tout un enseignement dédié à la durabilité, mais aussi à travers des formations plus courtes, dans lesquelles moi d'ailleurs j'interviens, et qui sont des formations soit qui mélangent des publics de différentes entreprises, généralement sur 1 ou 2 jours, ou bien des formations qui vont être plus ciblées. Un conseil d'administration va faire appel à l'IFA pour avoir vraiment quelque chose de ciblé pour son équipe, centré sur ces enjeux. Donc, et c'est vraiment que sur la RSE, effectivement. Alexandre Denavaille, c'est un module spécifique où finalement, aujourd'hui, les enjeux de durabilité, de responsabilité environnementale, sociétale, ils essaiment un peu partout dans une école comme la vôtre. Alors, c'est les deux. Il faut qu'il y ait un socle. Il faut qu'il y ait une vraie appropriation des sujets par tout le monde. On essaie de faire en sorte que tous les cours de Kedge abordent d'une façon ou d'une autre les sujets de transition écologique et sociétale.
Aujourd'hui, par exemple, le programme Grande École, qui est un peu le bateau amiral de l'école, 80% des cours abordent ces sujets-là. Et c'est les deux parce qu'on a aussi des modules très spécifiques. Donc on a des masters spécialisés, masters spécialisés en finance durable par exemple, un master spécialisé sur la transformation des business pour la durabilité. Et puis on a des cours très spécifiques de macroéconomie écologique par exemple. Oui. Donc on fait et de la spécialité et de l'essaimage partout. Et avec cette étude de PwC, c'est une étude annuelle, celle de 2024, nous dit que 60% des managers français estiment que leur organisation disparaîtra d'ici 10 ans si leur modèle d'affaires n'évolue pas. C'est quand même un sacré défi pour vous de former des futurs managers à cette espèce de remise en question permanente, d'incertitude permanente. Et c'est ce que l'on souhaite en fait. On souhaite que les jeunes qui sortent de Kedge, qui deviennent des managers, et puis qui deviennent des directeurs de service, et puis des directeurs de BU, soient des jeunes qui aient de l'impact et qui transforment. En fait, notre mission, c'est faire en sorte qu'ils soient ceux qui bousculent les organisations dans lesquelles ils rentrent. Donc, on les motive même, par exemple, à rentrer chez Total, alors que c'est peut-être pas très naturel. Mais comment transformer le modèle de Total si on n'y fait pas rentrer ceux qui vont transformer le modèle de Total? Et en fait, 50% des jeunes qui sortent de chez nous, dans leur premier job, il y a une fonction ou une mission sur les transitions écologiques et sociales. Est-ce qu'il y a cette certitude de l'incertitude? Vous voyez ce que je veux dire dans les formations et dans la demande finalement des administrateurs que vous formez? Alors les administrateurs, enfin, on parle souvent du monde VUCA, vous savez, ce monde vraiment ambigu, volatile, où vraiment il faut être extrêmement adaptable et savoir remettre en question et prendre des décisions probablement plus rapides qu'avant. Ce que nous disent les administrateurs d'une manière générale, et j'ai aussi moi une casquette d'administratrice, que je suis aussi dans des conseils d'administration, c'est que ça n'est pas simple. Et que, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre toute la mesure des enjeux. Il y a certes un socle réglementaire, vous parliez du socle tout à l'heure, mais en fait, ce qui est plus important, c'est la discussion qu'on va avoir avec le management. Diriger une entreprise aujourd'hui, ça a toujours été complexe, mais c'est encore plus complexe qu'avant. Et quand on est administrateur, on doit prendre la mesure de ces enjeux. Je vous pose cette question parce qu'on est en plein backlash, en plein retour en arrière, à la fois en Europe, aux États-Unis. Et moi, j'ai le sentiment que la solidité du train ou du fleuve, c'est les entreprises qui la proposent. Mais quand même, quoi. Je crois qu'il y a maintenant, si on prend les entreprises du SBF 120, il y a 90% des conseils d'administration qui ont un comité RSE. Est-ce qu'ils sont moins écoutés en ce moment ou depuis quelques mois ou pas? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que tout le défi, en revanche, quand on est administrateur, plusieurs réponses. Il ne faut pas qu'il y ait juste un ou deux administrateurs qui soient sachants sur les sujets de ESG, environnementaux, sociaux et gouvernance. Il faut vraiment qu'il y en ait une large part, donc se former. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils travaillent en silo, parce que c'est nécessaire. Et j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup une question d'incarnation. C'est-à-dire que si vous avez des présidents ou des présidentes de conseils d'administration qui sont convaincus que ce sont des enjeux de pérennité, ils sauront accompagner le management sur les décisions complexes à prendre. Et on ne peut pas dire il y a d'un côté la RSE et de l'autre côté le business. Ça n'est plus comme ça. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a moi, ce qui me désole, je vais être très clair, c'est cette petite musique aussi. La mode RSE ou la mode ESG, elle est passée. Il y a des effets de mode et c'est assez terrible. Et là, on est passé à la mode IA. Donc on ignore la RSE, mais elle va revenir de toute façon, parce qu'il y a une réalité, à laquelle on fait face. Le mur des limites planétaires. Exactement. Et donc de toute façon, et même quand on parle d'IA, à un moment, il y a les limites de l'IA aussi, parce que d'un point de vue environnemental, c'est pas forcément les solutions les plus pertinentes aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive à continuer à former ces jeunes. Quand on aura formé des générations de jeunes, de toute façon, ce ne sera plus une question de mode, ce sera une réalité. Et les entreprises s'adapteront aussi. Il y a les enjeux environnementaux, puis il y a les enjeux sociétaux. Je voudrais qu'on parle quand même, et il nous reste quelques minutes, de parité. Agnès Buromira, notamment des effets de la loi Copé-Zimmermann. Alors la loi Copé-Zimmermann, c'est une loi qui effectivement a porté ses fruits. Quand on regarde en France, alors on a surtout des données sur les grosses capitalisations boursières, mais on a vu en fait que c'est allé au-delà. Aujourd'hui, les conseils d'administration regroupent à peu près 45-46% de femmes. On y est presque. Et la loi disait 40%, de représentation minimale pour chacun des deux sexes. Donc ça, c'est fait. Le vrai enjeu maintenant, et ça occupe beaucoup les conseils d'administration d'ailleurs, c'est de travailler sur le niveau en dessous. Et le législateur, avec la loi Rixain, est venu dire qu'en 2026, les sociétés qui ont un peu 1000 salariés devront avoir 30% de représentation féminine, parce que c'était souvent les femmes qui étaient sous-représentées dans les instances de direction, et qu'en 2029, ce sera 40%. Et là, on en est encore un peu loin ? Alors, on est
on est un peu en dessous de 30%. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut travailler en profondeur. Et c'est également un travail, on en parlait juste avant ce plateau, qui concerne les écoles. Parce qu'il faut orienter les jeunes filles vers des études peut-être plus scientifiques, les conduire à faire partie de ce vivier qui sera identifié comme potentielle dirigeante. Et c'est vrai que si on a déjà été vers des activités plus d'opération, vous voyez, ça permet davantage d'accéder à des responsabilités de direction. Donc je pense, nous sommes assez confiants. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on progresse souvent sur ce que l'on mesure. Et ce que l'on observe, c'est que la très très grande majorité aujourd'hui des sociétés fixent des objectifs RSE dans la rémunération de leurs dirigeants. Et de plus en plus, ces enjeux de mixité sont présents. Est-ce que ce sont vraiment des enjeux que les diplômés regardent avant de choisir une entreprise? Parce que j'ai quelques doutes quand même. La parité, l'engagement environnemental, etc. C'est pas en haut de la pile. L'engagement environnemental, certainement. En tout cas, les générations qui sortent des écoles aujourd'hui choisissent les entreprises, évidemment, pour leur salaire. Oui, des choses comme elles sont. On peut faire la liste pour le lieu, pour l'intérêt du projet. Les conditions de travail, l'organisation du travail. Le sujet de l'entreprise qui respecte, qui travaille, qui s'engage aussi pour les sujets de RSE, c'est un vrai sujet. Et je reviens juste une seconde sur la parité. C'est un énorme sujet pour les entreprises, c'est un énorme sujet pour nous, les écoles aussi. Alors, je représente des écoles de management avec Kedge. Je ne parle même pas des écoles d'ingénieurs où le nombre de filles est beaucoup trop bas. On a 50% de jeunes filles. 50% de garçons, 50% de jeunes filles. Donc on est bien sur la parité en volume. À la sortie de l'école, avec le même diplôme, il y a 12% d'écart dans les salaires. Donc on a une co-responsabilité entre l'école et la première entreprise qui les recrute. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire, c'est justement de former ces jeunes filles à passer outre certaines barrières qu'elles ont, à casser des plafonds de verre, et à aller négocier des salaires et à oser. Parce que le vrai sujet, c'est celui-là. Mais 12% le premier jour de sa carrière, ça ne peut aller qu'en s'écartant. Donc c'est un vrai drame. Oui, effectivement, c'est assez déprimant ce que vous venez de nous dire. Mais évidemment, il y a des leviers à activer. Est-ce que s'il y avait plus de femmes effectivement à des postes de direction, ou même, on parlait des conseils d'administration, il n'y a pas beaucoup de femmes qui président ces conseils d'administration quand même. On est à la parité, mais si on monte au stade président, est-ce que vous pensez que ça changerait? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des femmes qui dirigent, l'écart salarial se réduit, ou pas forcément? Probablement, je pense que les jeunes femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui ont besoin de ce qu'on appelle des rôles modèles. Et je pense que vous avez davantage d'inspiration et vous serez plus encouragé si vous avez envie, si vous vous identifiez en fait à des personnes. Au-delà des rôles modèles, je pense qu'il faut quand même des programmes de mentorat dans les entreprises. Il faut aussi de l'entraide. Et puis, je pense que les femmes, l'arrivée plus massive quand même des femmes dans les conseils d'administration a quand même fait bouger les lignes. Et est-ce qu'il faut pousser le curseur jusqu'à une forme de transparence salariale? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On publie déjà les rémunérations des dirigeants et des dirigeantes des sociétés cotées et les ratios d'équité, comme vous le savez sans doute. Donc ça a déjà quand même suscité des débats intéressants. On est un pays assez latin dans sa culture. Néanmoins, finalement, quand on cherche, on trouve beaucoup d'informations déjà. Mais si vous permettez, dernier mot, allez-y. Oui, je voudrais juste dire que, en fait, les jeunes générations, en fait, ont besoin d'être fiers de l'entreprise pour laquelle elles travaillent. Et je crois que les dirigeants l'ont bien compris. Il y a tout un tas de parties prenantes avec lesquelles on interagit. Et ces parties prenantes, finalement, les administrateurs sont des gens normaux, ne sont pas des extraterrestres et savent bien qu'il y a des décisions, quand on dirige une entreprise, on est parfois seul. Et donc, il faut les aider, en fait, à passer le pas sur certaines décisions, parfois des décisions difficiles à prendre. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Raphaël Masbou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Loki, créé en 2019 avec Benoît Prigent. Vous étiez encore sur les bancs de l'école tous les deux. Comment l'idée vous est venue? C'est quoi Loki? Comment ça nous est venu? On avait envie de faire de l'impact, on avait envie de démocratiser la location, consommer autrement. Et en fait, l'idée, tout basiquement, moi j'ai rencontré plein de loueurs de location, dans vélo, bricolage, événementiel, kayak. Ils avaient extrêmement de mal à louer leur matériel, c'était pas digitalisé. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de Loki de comment on va faire en sorte d'accompagner des pros à mieux louer et des particuliers à trouver des professionnels. Donc au départ, c'est un service pour les pros. Et la nouveauté, c'est, parce que vous êtes déjà venu dans l'émission il y a 1 ou 2 ans, c'est ça,
La nouveauté, c'est que vous vous adressez aussi au grand public, aux particuliers, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Loki, on est le plus gros loueur de France dans la partie location loisirs. C'est plus d'1,5 million de Français qui ont déjà loué des équipements grâce à nous. Et ça se fait via la plateforme loki.rent. Donc, vous allez dessus, vous créez un compte, vous sélectionnez une ville, le type de matériel, et nous, on vous met en relation avec un professionnel équipé. L'idée, c'est quoi? C'est de ringardiser l'achat, en quelque sorte? C'est ça, c'est ringardiser l'achat. On est une société à mission. Ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est comment faire en sorte que louer soit aussi simple que d'acheter. En fait, en un clic, on puisse louer un équipement. Et c'est le premier frein à la location, c'est comment on la simplifie pour accompagner tous les Français dans ce changement. Mais alors, comment vous faites? Racontez-moi, pour simplifier cette location et finalement faire en sorte que dans nos habitudes de consommateurs, on se dise, bah non, je vais louer, c'est évident. Comment on fait? On rend la location cool. Je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le plus gros frein à la location, c'est notre envie de posséder. C'est un changement culturel. Ouais. Donc, c'est comment on arrive à mettre en avant des loueurs, comment on arrive à montrer que louer, c'est bon pour le porte-monnaie. En fait, si on prend l'exemple de la perceuse, on le connaît, 12 minutes d'utilisation, mais c'est aussi, ça coûte 500 €. Donc, pourquoi dépenser 500 € alors que ça coûte 10 € à louer pour une heure? Et après, c'est s'ancrer dans le quotidien des Français, d'où cette volonté de démocratiser via Loki.rent. Sur les pros, vous avez gardé le service avec les pros quand même? Oui, Ouais, il y a toujours les deux offres. Est-ce qu'il y a des produits phares? Est-ce qu'il y a, je sais pas, le produit vedette, peut-être d'ailleurs aussi en fonction des périodes et des saisons, quoi. Exactement. Ça Ouais. dépend de la saisonnalité. Ouais. Là, on arrive dans l'été, donc forcément, le produit phare, c'est la location de vélo. Ouais. Louer un vélo à Bordeaux, à l'île de Ré, à Paris, où vous voulez. Ensuite, on va avoir beaucoup de matériel de bricolage. On a parlé la perceuse, du produit d'entretien, la shampouineuse qui marche très bien. Et ensuite, des produits événementiels, plutôt mariage, fêtes. Ça va être le photobooth, la sono, par exemple, pour un petit festival. Ouais. Qu'est-ce que les loueurs n'avaient pas avant que Loki soit créé? Les loueurs, ce qu'ils n'avaient pas avant que Loki soit créé, c'est qu'ils travaillaient sur papier, ils travaillaient sur Excel, et en fait, ils sont entrepreneurs et ils doivent gérer 1000 choses en même temps. Une caisse, des cautions, des contrats de location, le service client, les avis Google. Ce qu'on fait avec Loki, c'est qu'on dit, en fait, vous continuez à faire votre métier, vous parlez au client, vous faites ce que vous avez envie de faire, et nous, on digitalise tout le reste, c'est-à-dire votre administratif, la gestion de vos stocks, et en plus, on vous amène des clients en magasin. Si on parle un peu business pour terminer, il y a eu, je crois, une levée de fonds dans l'histoire de Loki en septembre 2024. Combien et pour faire quoi? Combien? On a fait 2 levées de fonds chez Loki. En tout, on a levé 10 millions depuis notre création. Et pour faire quoi? Démocratiser la location, faire en sorte que Loki.rent devienne le réflexe location. C'est notre objectif de devenir le porte-étendard de la location en France et en Europe. Donc, deuxième objectif, ouvrir d'autres pays que la France. On est en train de le faire. On est présent en Pologne, en Italie, au Portugal et en Espagne. Ça fait déjà 2 beaux objectifs à aller chercher. Est-ce qu'il y a des différences culturelles? Est-ce qu'il y a des différences Vous culturelles? pouvez appliquer les mêmes méthodes dans tous ces pays ou pas? Oui. Oui, je pense que c'est notre côté pour l'instant très occidental. On se rend compte en Espagne, en Italie, il y a cette envie de louer aussi. Et ça, en fait, ça fonctionne très bien. On a déjà ouvert plus de 100 magasins en à peine 6 mois. Donc, effectivement, la vélocité est la même. Donc, les habitudes de consommation sont aussi les mêmes. Et il y a une envie de louer pour du pouvoir d'achat et aussi une prise de conscience écologique, évidemment. Merci beaucoup, Raphaël Masbou. Et bon vent à Loki, qui sait, il y a peut-être une troisième fois dans ce par. Bah, non, c'est bien, il faut de l'ambition quand on est chef d'entreprise. Je vous dis à bientôt en tout cas. Voilà, merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Salut.